Imaginez une personne qui a toujours été gentille, compatissante et moralement intègre. Quelqu'un qui ne blesserait jamais une autre âme, qui défend la justice et aide les autres sans attendre quoi que ce soit en retour. Maintenant, imaginez que cette même personne, avec le temps, devienne méconnaissable, capable de cruauté, de tromperie, voire de destruction. Qu'est-ce qui provoque cette transformation? Comment quelqu'un passe-t-il de l'état de bien à celui de monstre? Aujourd'hui, nous allons dévoiler les forces psychologiques et philosophiques qui façonnent la nature humaine, révélant les mécanismes cachés qui poussent des personnes bienveillantes vers les ténèbres. La révélation finale sera la plus puissante de toutes. Elle changera à jamais votre perception de la nature humaine. Ce n'est pas simplement une discussion théorique. Comprendre cette transformation est crucial, car cela nous concerne tous. Vous pourriez penser que vous ne pourriez jamais tomber dans une telle obscurité, que vous êtes à l'abri des forces qui corrompent les autres. Mais l'histoire et la science racontent une histoire différente. La vérité terrifiante est qu'entre de bonnes conditions, n'importe qui, peu importe sa bienveillance, sa justice, sa force morale, peut sombrer dans quelque chose qu'il a un jour méprisé. Le psychologue Philip Zimbardo, l'homme derrière l'infâme expérience de la prison de Stanford, a révélé comment des gens ordinaires placés dans certaines circonstances peuvent commettre des actes de cruauté qu'ils n'auraient jamais imaginés. Ces recherches, ainsi que celles de figures comme Stanley Milgram, montrent que notre sens de la moralité est beaucoup plus fragile que nous le pensons. La partie choquante? La plupart des gens ne réalisent jamais qu'ils changent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais quelles sont les forces qui poussent à ce changement? Quelles influences invisibles érodent lentement la bonté d'une personne, la remplaçant par quelque chose de plus sombre? C'est exactement ce que nous allons découvrir. La vérité peut être inconfortable, voire perturbante, mais elle est nécessaire car c'est seulement en comprenant ce processus que nous pouvons prévenir qu'il nous arrive à nous et à ceux qui nous entourent. Plusieurs facteurs entrent en jeu, et chacun est plus insidieux que le précédent. D'abord, il y a l'érosion lente des frontières morales. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Cela commence par de petits compromis, des justifications et de minuscules trahisons de ses propres principes. Une personne peut se dire « c'est juste une petite chose, cela n'a pas vraiment d'importance », mais une fois que la première frontière est franchie, la suivante devient plus facile à franchir. Cela s'appelle l'effet de la pente glissante. Une personne bien intentionnée peut commencer à faire de petites exceptions éthiques dans des situations difficiles, peut-être en mentant pour protéger quelqu'un, en contournant des règles pour une bonne cause ou en justifiant un petit mal au nom de la nécessité. Au départ, ces actions semblent inoffensives, mais avec le temps, elles redéfinissent l'identité de la personne. Ce qui semblait autrefois impensable semble maintenant raisonnable. Et lorsque cela se produit, la descente s'accélère. Ensuite, il y a l'influence de l'autorité et de l'obéissance. Une des études psychologiques les plus glaçantes jamais réalisées a été menée par Stanley Milgram dans les années 1960. Les participants ont reçu l'instruction d'administrer ce qu'ils croyaient être des chocs électriques douloureux à une autre personne simplement parce qu'une figure d'autorité leur avait ordonné de le faire. Les résultats? La majorité des participants ont continué à délivrer des chocs même lorsqu'ils croyaient causer de graves dommages, car ils se sentaient obligés d'obéir. Cela révèle une vérité terrifiante. Même les bonnes personnes, dans les bonnes conditions, peuvent devenir des outils de la violence. Elles n'agissent peut-être pas par malveillance, mais par devoir, pression ou peur des conséquences. Elles se convainquent qu'elles suivent juste des ordres, qu'elles n'ont pas le choix, et ce faisant, elles permettent à leur moralité d'être mise de côté. Mais cela ne s'arrête pas là. Un autre facteur clé est le pouvoir de l'identité de groupe. Lorsque les gens deviennent profondément attachés à un groupe, qu'il soit politique, religieux, social ou idéologique, ils commencent à voir ceux qui sont en dehors du groupe comme l'autre. Et quand cela se produit, un dangereux changement psychologique se produit. L'histoire regorge d'exemples de la façon dont des gens ordinaires ont été amenés à commettre des actes horrifiants, parce qu'ils étaient convaincus que leurs ennemis étaient moins qu'humains. La déshumanisation est l'un des outils les plus puissants dans la transformation des bonnes personnes en monstres. Elle permet aux individus de justifier des actes nuisibles en considérant leurs victimes comme indignes d'empathie.
Pensez à combien d'atrocités dans l'histoire ont été commises par des personnes qui, à un moment donné, se considéraient comme bonnes, morales, voire justes. Elles ne se sont pas levées un matin en décidant de devenir des monstres. C'était un processus lent, alimenté par de petits compromis moraux, l'obéissance à l'autorité et un sentiment grandissant de « nous contre eux ». Et voici la question la plus troublante de toutes. Cela pourrait-il vous arriver? Pourriez-vous, sous la pression adéquate, sous les bonnes influences, devenir quelque chose que vous n'auriez jamais cru possible? La réponse est plus compliquée que vous ne le pensez. Dans la prochaine section, nous plongerons encore plus profondément dans la psychologie de la justification. L'illusion de la droiture est la dernière étape, la plus dangereuse, de cette descente. La vérité la plus choquante est encore à venir. Un des aspects les plus dangereux de cette transformation est l'auto-justification. Les gens se voient rarement comme des vilains, même lorsqu'ils commettent des actes terribles. Au lieu de cela, ils créent des narrations qui leur permettent de croire qu'ils sont encore bons, encore justes, encore du côté de la justice, même lorsque leurs actions suggèrent le contraire. C'est là que la dissonance cognitive entre en jeu. Le psychologue Léon Festinger a introduit ce concept pour décrire l'inconfort mental que nous ressentons lorsque nos actions contredisent nos croyances. Face à cette contradiction, nous ne changeons pas toujours nos actions. Plus souvent, nous modifions nos croyances pour justifier nos actions. Imaginez quelqu'un qui se voit comme une personne gentille et éthique, mais se retrouve dans une situation où il doit nuire à autrui, que ce soit physiquement, émotionnellement ou socialement. Au lieu d'admettre qu'il a franchi une ligne, il se dit « je n'avais pas le choix » ou « il le méritait » ou « c'est pour un plus grand bien ». Ce processus leur permet de continuer à se voir comme bons tout en faisant des choses qu'ils jugeaient autrefois impensables. C'est pourquoi l'histoire est remplie d'exemples de personnes commettant des atrocités tout en croyant qu'elles faisaient la bonne chose. Lorsque les gens justifient leurs actions, ils réduisent au silence leur conscience intérieure. Et une fois cette voix réduite au silence, la descente dans l'obscurité s'accélère. Mais la dissonance cognitive, seule, n'explique pas tout. Il existe une autre force en jeu, une force encore plus insidieuse. C'est l'illusion de la droiture. Les gens ne se contentent pas de justifier leurs propres actions nuisibles. Ils commencent souvent à se voir comme supérieurs aux autres. Plus quelqu'un croit qu'il est moralement juste, plus il lui est facile de condamner et de nuire à ceux qu'il considère comme moins moraux. C'est ce qu'on appelle le droit moral. Des études ont montré que lorsque les gens se perçoivent comme bons, ils se sentent souvent justifiés d'agir mal. Une personne qui fait un don à une œuvre de charité le matin pourrait ressentir moins de culpabilité à mentir l'après-midi. Un leader qui croit se battre pour la justice pourrait se sentir justifié de faire taire ceux qui ne sont pas d'accord. L'ironie, c'est que plus les gens se voient comme justes, plus ils deviennent aveugles à leurs propres échecs moraux. L'histoire l'a prouvé maintes et maintes fois. Certaines des pires horreurs n'ont pas été commises par des personnes qui se considéraient comme malveillantes, mais par celles qui croyaient être du bon côté de l'histoire. Cela nous amène à l'un des pas les plus dangereux dans la transformation des gens bien en monstres, la déshumanisation. Lorsque les gens commencent à voir les autres comme des ennemis, comme des obstacles, comme moins qu'humains, leur réserve morale s'effondre. C'est ainsi que les individus justifient la cruauté, l'oppression et même la violence. C'est pourquoi les soldats en guerre sont formés à voir l'ennemi, non pas comme des personnes, mais comme des menaces. C'est pourquoi les conflits idéologiques politiques tournent si souvent à la violence, parce que les deux parties commencent à se voir l'une l'autre, non pas comme des êtres humains, mais comme quelque chose de moins. Au moment où quelqu'un cesse de voir une autre personne comme pleinement humaine, il se libère de la culpabilité de lui faire du mal. C'est pourquoi, tout au long de l'histoire, la propagande a été utilisée pour présenter les ennemis comme maléfiques, corrompus ou subhumains. Parce qu'une fois ce changement mental opéré, la moralité ne s'applique plus. Mais voici la partie terrifiante. Ce processus ne se déroule pas seulement à grande échelle lors des guerres ou des mouvements politiques. Il se produit dans la vie quotidienne. Cela se passe dans les lieux de travail, lorsque les gens justifient la cruauté envers des collègues qu'ils n'apprécient pas. Cela se produit dans les relations, lorsque les partenaires se convainquent que leurs actions sont justifiées parce que l'autre personne le mérite. Cela se passe en ligne lorsque des individus attaquent des inconnus avec des mots qu'ils n'utiliseraient jamais dans la vie réelle, parce qu'ils ne les considèrent pas comme des personnes réelles. Et cela peut arriver à n'importe lequel d'entre nous.
personne n'est à l'abri. Alors, nous devons maintenant nous poser la question la plus difficile de toutes. Si des gens bien peuvent se transformer en monstres, comment pouvons-nous empêcher cela de se produire? La réponse n'est pas simple, mais dans la prochaine partie, nous découvrirons les protections cachées, les défenses psychologiques qui peuvent prévenir cette descente. Car bien que l'obscurité soit toujours présente, la lumière l'est également. Si de bonnes personnes peuvent se transformer en monstres, alors comprendre comment prévenir cette transformation est l'une des leçons les plus cruciales que nous puissions apprendre. Car si l'obscurité est toujours présente, la lumière l'est aussi. Et la différence entre les deux repose souvent sur la conscience, l'introspection et la force de résister aux forces qui cherchent à nous corrompre. La première et la plus puissante des défenses est la conscience de soi. Beaucoup de gens croient qu'ils sont immunisés contre la corruption simplement parce qu'ils se perçoivent comme de bonnes personnes. Mais comme nous l'avons vu, la moralité est fragile, et de bonnes intentions ne suffisent pas à empêcher quelqu'un de sombrer dans l'obscurité. En fait, la croyance que « je ne pourrai jamais faire quelque chose comme ça » est souvent le premier pas vers l'aveuglement moral. La conscience de soi signifie reconnaître notre propre capacité à mal agir. Cela signifie comprendre qu'avec les bonnes pressions et dans les bonnes circonstances, nous pourrions nous égarer aussi. Ce n'est pas une vérité confortable, mais c'est une nécessité, parce que ce n'est qu'en reconnaissant notre vulnérabilité que nous pouvons prendre des mesures pour nous en protéger. L'une des façons les plus efficaces de cultiver la conscience de soi est la réflexion. Remettre en question régulièrement nos propres actions, motivations et justifications nous aide à rester connectés à nos valeurs fondamentales. Se poser des questions telles que justifie-je quelque chose, maintenant que je croyais autrefois être mal? Traite-je quelqu'un différemment parce que je le considère comme inférieur d'une manière ou d'une autre? Laisse une figure d'autorité ou un groupe dicter mon sens du bien et du mal? Si quelqu'un d'autre faisait ce que je fais maintenant, penserais-je toujours que c'est acceptable? Ces questions nous contraignent à confronter la réalité inconfortable que nous sommes tous capables de justifier du mal lorsque cela nous arrange. Mais la seule conscience n'est pas suffisante. Nous devons également développer la force de résister. C'est ici que le courage moral entre en jeu. Il est facile de défendre nos principes lorsque cela n'entraîne aucun coup, mais la véritable force morale est mise à l'épreuve lorsque faire ce qui est juste devient difficile. Lorsque s'exprimer signifie faire face au rejet, lorsque rester ferme signifie perdre du statut ou du confort, l'histoire est remplie d'histoires de ceux qui ont échoué à cette épreuve, des personnes qui ont suivi l'injustice parce que c'était plus facile, qui sont restées silencieuses pendant que d'autres souffraient. Cependant, cet endroit abrite aussi ceux qui ont résisté, des personnes qui ont refusé de se conformer, qui ont choisi l'intégrité plutôt que la commodité. Les psychologues ont étudié ce qui pousse certaines personnes à s'opposer à la corruption, tandis que d'autres y succombent. Un des facteurs clés est d'avoir une forte boussole morale interne, une qui ne se laisse pas facilement influencer par des pressions extérieures. Cela découle d'une compréhension profonde de ses valeurs, mais aussi de la pratique de petits actes d'intégrité au quotidien. Car, lorsque nous faisons des compromis sur de petites choses, il devient plus facile de faire des compromis sur des choses plus importantes. Un autre garde-fou crucial est l'empathie. Nombre des mécanismes qui transforment les bonnes personnes en monstres reposent sur la réduction de l'empathie, sur le fait de rendre les autres distants, différents ou moins qu'humains. Mais l'empathie est une force qui peut percer ces illusions. Lorsque nous prenons le temps de vraiment comprendre les autres, de voir leur lutte, leur peur, leur humanité, il devient beaucoup plus difficile de justifier de leur faire du mal. Des études ont montré que même de brefs moments de connexion, écouter l'histoire de quelqu'un, apprendre à connaître ses expériences, peuvent réduire de manière spectaculaire les préjugés et l'hostilité. Mais peut-être la leçon la plus importante de toutes est celle-ci. La corruption n'est rarement un événement unique. C'est presque toujours un processus lent, construit sur de petits choix, des compromis mineurs et des changements progressifs dans la pensée. Cela signifie que l'arrêté est également un processus, qui nécessite une vigilance constante, une autoréflexion et le courage d'agir quand cela compte le plus. Dans la dernière partie, nous révélerons la vérité ultime, la raison la plus profonde pour laquelle les bonnes personnes peuvent devenir des monstres. C'est la dernière force, la plus dangereuse,
En jeu, une fois que vous l'aurez comprise, vous ne verrez plus jamais la nature humaine de la même manière. Il existe une dernière vérité terrifiante qui explique pourquoi les bonnes personnes se transforment en monstres. C'est la force qui sous-tend chaque transformation que nous avons discutée. L'érosion lente de la moralité, la justification des actes répréhensibles, le pouvoir de l'obéissance, l'illusion de la droiture et la perte d'empathie. C'est la puissance de l'environnement. Plus que tout défaut interne, plus que toute faiblesse personnelle, c'est le monde qui nous entoure, les systèmes dans lesquels nous vivons, les cultures que nous absorbons et les influences auxquelles nous sommes exposés qui façonnent qui nous devenons. Une personne n'est pas bonne ou mauvaise. Elle est façonnée, modelée et guidée par les forces qui l'entourent. Si ces forces encouragent la cruauté, la division et le compromis moral, même les meilleurs d'entre nous peuvent être égarés. Le psychologue Philippe Zimbardo, dans ses recherches sur le comportement humain, a introduit l'idée de l'effet Lucifer. Il a montré que dans certaines conditions, des gens ordinaires peuvent être amenés à commettre des actes extraordinaires de mal. Non pas parce qu'ils sont fondamentalement mauvais, mais parce qu'ils se trouvent dans un environnement qui déforme progressivement leur sens du bien et du mal. Pensez aux nombreuses façons dont cela se produit dans la vie quotidienne. Un lieu de travail où le comportement contraire à l'éthique est toléré finit par engendrer des employés qui acceptent la malhonnêteté comme normale. Une société qui normalise la discrimination amène les gens à croire que leurs préjugés sont justifiés. Une culture qui récompense l'agression au détriment de la compassion crée des individus qui voient la gentillesse comme une faiblesse. C'est pourquoi personne ne peut se permettre d'être complaisant. Il ne suffit pas de croire que nous sommes de bonnes personnes. Nous devons activement façonner l'environnement dans lequel nous évoluons. Nous devons nous entourer de personnes qui encouragent l'intégrité, qui nous incitent à nous améliorer et qui nous tiennent responsables lorsque nous dévions de nos valeurs. Parce que, tout comme un mauvais environnement peut corrompre, le bon peut renforcer. Mais voici la question la plus troublante de toutes. Si l'environnement est si puissant, si les forces externes façonnent qui nous devenons, alors combien de ce que nous sommes est réellement sous notre contrôle? La réponse est à la fois effrayante et libératrice. Bien que nous ne puissions pas toujours contrôler le monde qui nous entoure, nous pouvons contrôler notre réaction face à celui-ci. Nous pouvons choisir la conscience plutôt que l'aveuglement, le courage plutôt que la conformité et l'empathie plutôt que l'indifférence. Nous pouvons résister aux petites concessions qui mènent à la décomposition morale. Nous pouvons poser des questions difficiles, contester des normes nuisibles et refuser de laisser le monde dicter qui nous devenons. Et surtout, nous pouvons reconnaître que la bataille entre le bien et le mal ne se déroule pas à l'extérieur de nous, elle se joue à l'intérieur de nous chaque jour, à chaque choix que nous faisons. Le philosophe Alexandre Solzhenitsyn a écrit un jour « La ligne qui sépare le bien du mal traverse le cœur de chaque être humain. Voici la vérité ultime. Il n'y a pas de monstres absolus, tout comme il n'y a pas de saints absolus. Il n'y a que des personnes façonnées par leurs choix, par leur environnement et par leur volonté d'affronter l'obscurité en elle-même. Alors, demandez-vous, qui êtes-vous en train de devenir? Faites-vous des choix qui renforcent votre intégrité, ou laissez-vous de petites concessions vous entraîner sur un chemin que vous n'aviez jamais prévu? Façonnez-vous votre environnement? Où est-ce qu'il vous façonne? Car au final, la différence entre une bonne personne et un monstre n'est pas le destin, c'est le choix. Et ce choix vous appartient chaque jour. Merci de votre attention.